Demander, voici, le voilà. Nous allons procéder avec Benoît Dagenet et nous avons Aurélie ici qui va co-faciliter. Intégration du Québec depuis juin 2020. Il détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, une maîtrise en administration des affaires de HEC, Montréal. Il est également administrateur de société. Il possède une bonne vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des services publics municipaux, principalement à la ville de Montréal, en tant que directeur, avocat en chef des services des affaires juridiques, directeur général adjoint des services institutionnels, directeur de l'arrondissement du Sud-Ouest. Merci, Monsieur Dagenet, de vous joindre à nous. On vous écoute. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je débute en m'excusant de ne pas être parmi vous. Effectivement, je ne voulais pas partager mes microbes avec vous aujourd'hui. Donc, mesdames les coprésidentes, je vous salue. Également, madame Lassacagne, doyenne des facultés des sciences humaines et de philosophie, je vous salue également. Et à vous toutes et tous, mes salutations. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je vous remercie de m'accueillir à cette 11e conférence nationale des voies vers la prospérité. Et je veux débuter en vous transmettant les salutations de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, qui aurait bien aimé être présente, mais qui avait un empêchement. Donc, je suis très reconnaissant de l'occasion qui m'est offerte de vous présenter la réalité du Québec, en fait, en matière d'immigration et de mettre de l'avant les programmes, les services de notre ministère voués à l'accueil, l'intégration et la francisation des personnes immigrantes. Et je trouve que le moment est particulièrement bien choisi parce que je me présente devant vous alors qu'on vient tout juste d'approuver la dernière planification pluriannuelle de l'immigration du Québec pour les années 2024 et 2025, ainsi que le plan d'immigration du Québec pour la prochaine année. Donc, tout ça a été déposé à l'Assemblée nationale dans les dernières semaines. Également, je vais vous entretenir de la réforme des programmes d'immigration permanente qui a été adoptée et qui entrera en vigueur d'ailleurs dès cette semaine, soit le 23 novembre. Donc, j'aborderai les détails de cette grande réforme dans une minute, mais je débuterai d'abord avec la planification pluriannuelle de l'immigration et parlerai du plan d'immigration pour 2024. Mais je pense qu'avant de parler d'immigration au Québec, il faut replacer le contexte. Et le contexte, c'est quoi pour le Québec en matière d'immigration? Mais c'est une entente particulière signée en 1991. Le Québec et le Canada ont signé l'entente relative à l'immigration avec le gouvernement canadien, donc communément appelé l'accord Canada-Québec, qui vise entre autres à assurer une intégration des personnes immigrantes qui soient respectueuses du caractère distinct du Québec. Et qu'est-ce que dit cette entente? Tout d'abord, c'est un retrait de la part du fédéral dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes au Québec, avec une pleine compensation, donc une compensation du fédéral vers le Québec pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Mais en plus, l'accord confère au Québec des droits et responsabilités en matière de planification d'immigration, de sélection, d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Je ne veux pas faire le tour de l'accord au complet, mais rappelons-nous que selon cet accord, la sélection des personnes immigrantes du volet économique, des personnes réfugiées se trouvant à l'étranger et des demandes traitées pour des considérations humanitaires ou d'intérêt public relèvent exclusivement de la compétence du Québec. Et ajoutons que le Québec doit donner son consentement avant l'admission sur son territoire de certains travailleurs temporaires et de l'ensemble des étudiants étrangers. Et enfin, c'est en vertu de cet accord que le Québec détermine le volume d'immigration permanente qu'il entend recevoir sur son territoire. Donc, ceci étant dit, c'est dans ce contexte que le gouvernement du Québec doit chaque année adopter et rendre public un plan d'immigration qui établit là, pour les 12 prochains mois le volume, donc les cibles à atteindre en termes de personnes immigrantes admises. Et ce plan d'immigration doit s'appuyer sur les orientations de la planification pluriannuelle de l'immigration. Donc, particularité au Québec, la loi sur l'immigration du Québec exige que les orientations pluriannuelles sur la composition de l'immigration et sur les volumes soient soumises à une consultation publique, une consultation en commission parlementaire. Il s'agit, comme je disais, d'une spécificité du Québec.
Et justement, la consultation publique sur la planification s'est déroulée cet automne. Et je peux vous dire que c'était un moment important là, pour définir le nombre de personnes, évidemment, mais pas seulement les volumes, également la composition et les grandes orientations quant à la composition de cette immigration. Et je pense que c'est extrêmement positif. Là, on a vu un engouement là, des différents partenaires qui étaient au rendez-vous. On a reçu plus de 70 mémoires, soit plus du double de ce qu'on avait reçu là, lors de la dernière consultation sur les orientations pluriannuelles qui s'était déroulée en 2019. Puis l'objectif principal de cet exercice de consultation, en fait, c'était de se prononcer. On avait soumis en consultation 12 orientations pluriannuelles qui avaient, comme je disais, pour but de définir le type de caractéristiques, le type d'orientation que le Québec voulait voir en termes d'immigration au cours des prochaines années. Puis ça a été vraiment un moment important là, d'entendre l'ensemble de la société civile, des parties prenantes qui sont venus se prononcer en matière d'immigration, de francisation et d'intégration. Puis une chose que je peux vous assurer, là, c'est qu'on a reçu beaucoup d'idées novatrices lors des échanges qui ont permis d'enrichir les réflexions sur l'immigration au Québec. C'est 66 personnes ou organismes qui ont été entendus lors de cette consultation publique et plus de 420 personnes qui ont rempli le questionnaire de consultation qui était disponible en ligne. Ça démontre quoi? Bien, ça démontre un intérêt marqué pour des questions d'immigration de la part des Québécoises et des Québécois à l'égard de la sélection, de l'accueil, de l'intégration, de la francisation des personnes immigrantes. Et c'est fort de cette consultation que le Québec a retenu la planification pluriannuelle de l'immigration qui couvrira les 2 prochaines années, donc 2024 et 2025. Le Québec fixe à 50 000 le nombre de personnes à accueillir en termes d'immigration permanente. Dans les orientations également, il est prévu qu'environ 65 % de ces personnes seront admises dans la catégorie de l'immigration économique. Et s'ajoutera à ces 50 000 personnes l'admission en continu des personnes sélectionnées dans le volet diplômé du Québec, du programme de l'expérience québécoise. Donc, ce sera les volumes entendus pour les prochaines années. Et évidemment que le Québec maintient son engagement humanitaire à travers ces orientations qui ont été retenues. Donc, l'accueil des personnes réfugiées dans les différentes régions du Québec se poursuivra avec une proportion considérable de demandeurs d'asile qui se présentent là au Québec via évidemment l'Agence des services frontaliers du Canada. Je ne veux pas passer à travers les 12 orientations qui ont été retenues au terme de cette planification. Laissez-moi quand même vous en nommer quelques-unes. Donc, notamment, réduire les délais de traitement en collaboration avec le gouvernement fédéral dans la catégorie de l'immigration économique, favoriser la régionalisation de l'immigration, bonifier les actions de reconnaissance des compétences et enfin, tendre vers une sélection composée entièrement de personnes immigrantes requérantes principales connaissant le français dans les programmes d'immigration économique. Donc, ces orientations illustrent la détermination du Québec à demeurer une société francophone, prospère, diversifiée et accueillante pour toutes les personnes immigrantes qui choisissent le Québec pour y réaliser leurs rêves. Avec ce plan, je pense qu'on peut dire que le Québec confirme sa volonté de faire de l'immigration un levier pour répondre de façon responsable là, aux enjeux démographiques, socio-économiques et linguistiques sur l'ensemble de son territoire. Donc, c'est un bref résumé de cette planification pluriannuelle. J'aimerais maintenant vous entretenir, disons, quelques mots sur les défis auxquels le Québec, dans le fond, comme toutes les autres sociétés occidentales, est confronté. Ce sont des défis complexes, interconnectés, que l'on parle notamment de pénurie de main-d'œuvre vécue au sein de nos entreprises, ou qu'on parle d'enjeux qui sont liés à la capacité d'accueil, notamment les services publics et l'accès au logement. Nous, au Québec, on est convaincus que l'immigration est une richesse pour le Québec et que c'est un levier pour relever ces défis afin de façonner là, un avenir meilleur. La protection du français est également au cœur des préoccupations de la société québécoise. Je pense qu'il est clair là, que les données du dernier recensement démontrent
indique un déclin de l'usage du français. L'immigration peut toutefois participer à freiner ce déclin, mais pour ce faire, il faut activer tous les leviers qui sont à la disposition du ministère pour favoriser une immigration davantage francophone à l'intérieur des compétences du Québec en matière d'immigration. C'est notamment pour cette raison que notre ministère a agi et a proposé une réforme complète de l'ensemble de ses politiques et programmes d'immigration. Donc, le 1er novembre dernier, cette réforme a été adoptée et nos programmes ont été modifiés afin de répondre plus efficacement aux besoins de main-d'œuvre et notamment d'augmenter la proportion de francophones à l'intérieur des seuils de notre immigration permanente. Je vous entretiens maintenant des objectifs de cette réforme qui vient d'être adoptée. D'abord, je viens de le mentionner, la réforme permettra de contribuer à la pérennité du français parce que dans tous les programmes d'immigration économique, il y a une nouvelle exigence qui a été ajoutée pour les programmes qui n'en avaient pas, donc une exigence de connaissance du français dans l'ensemble de ces programmes. Mais la réforme est plus large que la question linguistique. Elle vise également à répondre aux enjeux qui sont liés à la rareté de main-d'œuvre en mettant en place donc un nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, donc le bien nommé programme de sélection des travailleurs qualifiés qui entrera en vigueur à la fin de 2024. On a repensé le programme en prévoyant des volets qui venaient répondre à des besoins et à des enjeux liés à la sélection des personnes immigrantes. Je vais vous donner 2 exemples. Donc, un volet spécifique aux métiers et professions réglementés. Puis ce volet atténuera l'enjeu de surqualification des personnes immigrantes puisqu'il permettra aux personnes qui seront sélectionnées dans ce volet d'avoir déjà entrepris leur parcours de reconnaissance de leurs acquis à l'étranger. Un autre volet, le volet 2 de ce programme de sélection des travailleurs qualifiés, lui, deviendra une passerelle entre l'immigration temporaire et l'immigration permanente pour les personnes immigrantes moins qualifiées qui sont déjà au Québec. Donc, après analyse, les programmes actuels ne répondaient pas très bien à cet enjeu de passerelle entre l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Donc, la création de ce volet 2 répondra à cet enjeu. Plusieurs autres changements, encore une fois, là, dans les quelques minutes qui me sont allouées, là, je ne passerai pas à travers tous les changements apportés par la réforme des programmes, mais soyez assurés là, que les changements proposés contribueront au développement économique du Québec, notamment en favorisant l'établissement durable de gens d'affaires francophones qui créent ou reprennent des entreprises d'ici. Donc, ça aussi, c'est un nouveau volet qui a été mis de l'avant dans le programme des gens d'affaires, donc un programme de reprenariat des entreprises, ou des gens qui investissent ou qui créent leurs propres emplois. Peut-être un mot sur le programme de l'expérience québécoise volet diplômé. Ce programme a aussi été revu, donc on a revu les critères afin de favoriser l'attraction, mais surtout la rétention d'étudiantes et étudiants étrangers francophones en facilitant et accélérant leur sélection. Donc, il y a un critère qui existait qui obligeait les personnes qui avaient étudié et qui passaient dans le programme de l'expérience québécoise à travailler pendant 1 année avant d'être sélectionnées. On a supprimé cette exigence d'une année de travail. Donc, la personne francophone qui a étudié en français au Québec pourra, dès la fin de son programme, être sélectionnée dans le programme de l'expérience québécoise. Puis des modifications ont été apportées là, au programme également du regroupement familial pour renforcer l'accompagnement en matière de francisation et d'intégration des personnes parrainées dans le cadre de ce programme. Donc, finalement, les annonces qui ont été faites proposent d'ajouter une condition de connaissance du français pour les personnes immigrantes temporaires, mais cette fois-ci pas à l'arrivée, mais lorsque ces personnes désirent renouveler leur permis de travail si ça fait plus de 3 ans qu'ils sont au Québec. Donc, ce sont là que quelques éléments de l'ambitieuse réforme mise en place. Puis, à travers cette réforme, on n'oublie pas notre engagement humanitaire, encore une fois, en accueillant les réfugiés, les demandeurs d'asile sur notre territoire. Puis, évidemment, on offre notre soutien, notamment par de l'hébergement temporaire d'urgence aux ressortissants ukrainiens qui désirent s'installer chez nous. Donc, le Québec doit rester un espace d'accueil chaleureux, sécuritaire pour celles et ceux qui fuient les conflits
et les persécutions. Puis en ce sens, une des orientations d'ailleurs de planification pluriannuelle était de maintenir nos engagements évidemment humanitaires dans la catégorie des personnes réfugiées ou ayant besoin d'aide. Un mot en termes de francisation. En fait, je vais vous parler en terminant de deux priorités de notre ministère, donc la francisation et la régionalisation des personnes migrantes. Donc, l'apprentissage du français est un élément essentiel, évidemment, pour une intégration réussie des personnes immigrantes au Québec. Puis, à cet effet, on a plus que doublé le budget en termes de francisation depuis les 5 dernières années, donc depuis 2018. Puis, geste majeur, c'est-à-dire le 1er juin dernier, a été institué au sein de notre ministère, là, Francisation Québec, donc porte d'accès unique aux services gouvernementaux d'apprentissage du français. Ça marque un tournant historique dans la façon dont nous accompagnerons les apprenants tout au long de leur parcours linguistique. Puis je peux vous dire que c'est déjà un grand succès parce qu'il y a un engouement vraiment important d'inscription à la plateforme Francisation Québec. Puis parallèlement aux efforts visant la promotion de la connaissance, la protection du français, bien, on continue de répondre aux besoins croissants de nos entreprises dans toutes les régions du Québec. Ça a été intensifié. Donc, en termes de régionalisation, bien, vous le savez, là, le Québec est un grand territoire riche de ses régions, mais les personnes immigrantes doivent pouvoir profiter du dynamisme économique et social qu'offrent les régions du Québec. Donc, on a tous à gagner de ces échanges. La régionalisation de l'immigration est un enjeu collectif pour lequel notre ministère s'investit. On collabore avec des municipalités, des organismes communautaires, des partenaires pour faire des collectivités plus accueillantes, plus inclusives dans toutes les régions du Québec. D'ailleurs, notre ministère est lui-même déployé dans l'ensemble du Québec. Donc, 10 directions régionales, 72 antennes réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, on offre des services de proximité en région grâce à des conseillères, des conseillers qui sont installés en région. Et on répond aux besoins des entreprises, notamment besoins de recrutement, des services d'intégration, des services de francisation. On a un portail également qui permet aux entreprises d'identifier gratuitement et de manière autonome des ressortissants étrangers qui pourraient correspondre à leurs besoins de main-d'œuvre. Puis on les appuie également dans leurs activités là, de recrutement à l'étranger. On offre maintenant, et ça c'est tout récent, un outil comparatif, un outil en ligne comparatif des diplômes étrangers, gratuits et en libre service. Donc, ça permet aux employeurs du Québec d'identifier les diplômes étrangers comparables aux diplômes québécois dans une discipline d'études spécifique. C'est un nouvel outil, c'est pour ça que j'en parle, et intégré à l'offre de services aux entreprises du ministère sur le portail Arima. C'est un moyen vraiment concret pour soutenir les employeurs dans la démarche visant à identifier les candidats qui répondent mieux à leurs besoins. Et on dispose également d'un réseau à l'étranger qui fait la promotion du Québec auprès des candidats potentiels, qui assure une large circulation des offres d'emploi partout dans le monde. Et afin de bien capter l'ensemble des besoins de régionalisation, on a un plan d'action intégré maintenant en régionalisation, d'ailleurs, qui est disponible en ligne, où autour de 3 objectifs, on a identifié 17 leviers pour permettre une meilleure régionalisation de l'immigration. Donc, comme vous le voyez, on agit sur l'attraction, la rétention des personnes migrantes dans les régions par l'entremise d'une offre de services de qualité sur l'ensemble du territoire. Je veux terminer en réitérant que pour le ministère, l'immigration est une richesse. D'ailleurs, j'étais assez fier là, lorsqu'on a présenté nos orientations en planification pluriannuelle en commission parlementaire, parce qu'il y avait une belle unanimité autour de la table de la consultation en commission parlementaire. Tous s'entendent pour dire que l'immigration est une richesse. Ça demeure une partie de la réponse aux enjeux socio-linguistiques, démographiques, de main-d'œuvre auxquels fait face le Québec. En fait, les personnes immigrantes apportent une diversité de talents au Québec et tout doit être mis en place pour faciliter leur parcours d'intégration dans une perspective d'interculturalisme. Puis l'immigration contribue au dynamisme de l'économie québécoise dans toutes ses facettes. Les personnes migrantes de toute origine peuvent trouver leur place au sein de la société québécoise et contribuer à la pérennité du français, à la prospérité de nos régions et à une collectivité harmonieuse et diversifiée. Donc, sur ce, je vous remercie de l'invitation et ça me fera un énorme plaisir d'échanger avec vous. Merci.
Merci, Monsieur Dagenet. Vous avez gentiment accepté de répondre à quelques questions. On n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais peut-être une couple de questions. La première, qui est la plus populaire, vous doutez où on s'en va. Les conséquences et l'impact de la loi 21 sur l'immigration, et comment assurez-vous l'équité, la diversité et l'inclusion? Oh, c'est une question large. En fait, je peux vous dire que la loi 21 n'a eu absolument aucun impact là, sur l'immigration. On constate toujours dans notre ministère un très grand engouement sur la planète pour immigrer au Québec. Et, et je suis content que la question cible comment on assure une diversité, parce que on est déployé, comme je vous le disais, dans plusieurs territoires. Donc, le ministère de l'Immigration a des bureaux en Europe, évidemment, en France, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc, pour assurer cette diversité, il est important de diversifier, dans le fond, les bassins de talents, les bassins de personnes migrantes qui désirent immigrer au Québec. Et comme j'en ai glissé un petit mot lors de mon allocution, le modèle du vivre ensemble, le modèle d'intégration au Québec, c'est l'interculturalisme. Donc, c'est un modèle positif qui appelle le dialogue, qui appelle les échanges entre la société d'accueil et les personnes immigrantes. Puis je pense que c'est ce modèle qui permet d'accueillir les personnes immigrantes au sein de sociétés, des collectivités accueillantes et inclusives. Merci. Il y a une deuxième question. Comment l'immigration peut-elle soutenir, appuyer la croissance et le développement justement de la culture unique du Québec? Ben, voyez-vous, je reviens avec le modèle d'interculturalisme. Je pense que la société d'accueil qui est le Québec et les personnes migrantes ont tout intérêt, et d'ailleurs c'est comme ça que sont construits nos programmes. Comme je le disais, on a intérêt à prévoir des lieux d'échange, à s'influencer, toujours évidemment en tendant vers les valeurs de la société d'accueil, mais compte tenu des enjeux démographiques, des enjeux linguistiques, l'immigration est une richesse. Donc, en faisant du Québec une société d'accueil, une société accueillante, je pense que les personnes immigrantes ils trouvent leur compte et ont un intérêt à participer à cette société. Je vous donne un exemple. On a annoncé la semaine dernière, parce que dans le cadre de Francisation Québec, on a des nouvelles clientèles, dont les tout petits. Puis on a annoncé une initiative franchement intéressante avec Télé-Québec. C'est une initiative de francisation, d'intégration, mais via l'émission très, très populaire depuis des générations et des générations. J'étais d'ailleurs moi-même la première génération Passe-Partout. Donc, une nouvelle initiative où il y a déjà des capsules de Passe-Partout qui sont offertes aux personnes immigrantes. Et je pense que c'est comme ça, en étant accueillant, en étant ouvert, en faisant partager la beauté de notre culture, qu'on va intéresser les personnes immigrantes à la culture francophone québécoise. Oui, peut-être une petite dernière question, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui travaillent dans le milieu de l'immigration et de l'établissement dans les communautés francophones en situation minoritaire. Comment est-ce que le Québec compte appuyer les communautés francophones du Canada français dans le dossier de l'immigration? Oui. Le fédéral a annoncé récemment une révision de ses cibles en matière d'immigration francophone à l'extérieur du Québec, sauf erreur, mais je ne pense pas me tromper, là, une cible qui était à 4,4, je pense, l'an dernier, qui avait été atteinte d'ailleurs par le fédéral, qui maintenant sera, au cours des 3 prochaines années, je vais de mémoire, 6, 7 et 8%. Le Québec s'est évidemment prononcé de façon très favorable à l'augmentation de ces cibles. Et il y a une bonne collaboration, puis il y a une ouverture, dans le fond, de la part de notre gouvernement, de la part de notre ministère, à partager les bonnes pratiques en matière d'accueil, d'intégration, puis une collaboration, comme je vous disais, avec IRCC, le ministère fédéral, à cet égard. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là. Merci beaucoup de vous être joint à nous, malgré les circonstances. Encore une fois, désolé, j'aurais aimé être là physiquement avec vous, mais merci de m'avoir
de m'avoir permis d'être virtuellement avec vous. Merci beaucoup. On a quelques petites... Oui, allez-y.